Merci à vous d'être présent aujourd'hui. Je suis bien sûr très honorée de ma participation à ce colloque, à l'invitation de la chaire de philosophie dans le monde actuel de l'Université Laval, à l'invitation du professeur Thomas de Coninck, avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à dialoguer déjà en amont de ce colloque. Ainsi d'ailleurs qu'avec toute son équipe qui est extrêmement agréable et professionnelle. L'invitation a été également dirigée vers Jean Jouzel, climatologue qui a été vice-président du GIEC, le groupe intergouvernemental sur le changement climatique, un grand expert donc, du changement climatique, et nous avons collaboré à un avis du Conseil économique et social français sur la justice climatique, enjeux et perspectives en France. Donc, dans un premier temps, j'interviendrai plutôt en tant qu'universitaire, spécialiste du droit de l'environnement et de la question de la justice climatique. Et dans un second temps, qui sera plutôt la troisième partie d'ailleurs de cette intervention, j'envisagerai l'action vers la justice climatique et les propositions que nous avons faites dans cet avis du Conseil économique, social et environnemental, parce que cette instance, qui est la troisième assemblée constitutionnelle française, avec donc l'Assemblée nationale et le Sénat, représente la société civile et fait œuvre de propositions au niveau des instances, notamment gouvernementales et parlementaires. Donc, depuis 2010, des milliers de scientifiques du monde entier se sont réunis dans le groupe intergouvernemental d'experts de l'étude du climat, ce fameux GIEC dont nous entendons tous beaucoup parler. Et ce groupement a fait un rapport sur les éléments scientifiques pour évaluer les impacts, la vulnérabilité et l'adaptation, ainsi que l'atténuation aux enjeux climatiques. Leur conclusion est assez claire. Comme nous sommes dans une session d'ouverture, je me permets quand même de la rappeler, cette fameuse conclusion. Voilà ce qu'écrit le GIEC dans son 5e rapport. Le réchauffement du système climatique est sans équivoque et depuis les années 50, beaucoup de changements observés sont sans précédent depuis des décennies, voire des millénaires. L'atmosphère et l'océan se sont réchauffés, la couverture de neige et de glace a diminué, le niveau des mers s'est élevé et les concentrations des gaz à effet de serre ont augmenté. La réalité des changements climatiques n'est plus un doute. Leurs conséquences peuvent être majeures sur tous les êtres vivants, sur tous les écosystèmes. Et l'objectif qui a été fixé par la communauté internationale est de limiter le réchauffement à moins de 2 degrés. Le changement climatique représente un enjeu majeur dans au moins 2 dimensions. D'abord parce qu'il conditionne la survie d'une communauté de vie à laquelle l'espèce humaine appartient. Et dans cette perspective, il est impératif de déployer des mécanismes juridiques de contrôle des activités anthropiques et d'adaptation. Autre dimension, le changement climatique impacte fortement les conditions de ce que j'appelle le survivre ensemble sous toutes ses formes, du niveau local au niveau international. Le constat du réchauffement planétaire étant fait, quelles sont ses conséquences humaines? Quel est le diagnostic qui est dressé aujourd'hui par la communauté scientifique internationale? Toujours selon le GIEC, les incidences des événements climatiques extrêmes qui surviennent de plus en plus régulièrement, les vagues de chaleur, les sécheresses, les inondations, les cyclones et les feux incontrôlés, mettent en évidence la grande vulnérabilité et le degré élevé d'exposition de certains écosystèmes et de nombreux systèmes humains à la variabilité actuelle du climat. Ce sont les termes du GIEC. Or, les populations qui sont marginalisées sur le plan social, économique, culturel, politique, institutionnel, qui sont donc particulièrement vulnérables au changement climatique,
eh bien, comment la société, qu'elle soit nationale ou internationale, fait-elle face à ce diagnostic de vulnérabilité? La vulnérabilité est donc accrue pour certaines catégories de population, accrue pour certaines personnes. Cela provoque un certain nombre d'inégalités de plus en plus importantes. Se posent les questions de discrimination fondées sur le sexe, les hommes, les femmes, la classe sociale, selon l'âge et l'état physique. Sur le plan individuel, les inégalités climatiques sont liées à notre niveau de consommation, considérant que les plus riches ont une empreinte écologique largement supérieure aux plus pauvres. En France, pour donner un exemple, nous considérons à présent, dans cet avis du CESE, du Conseil économique, social et environnemental, que nier ces injustices, refuser de les voir, refuser de prendre en considération la différence d'impact selon les vulnérabilités des personnes, eh bien, c'est une injustice majeure que la société met en place. Notre société est à la fois confrontée au fait que les couches sociales les plus favorisées ont un poids carbone plus élevé et que les plus démunis sont surexposés aux risques climatiques. Par ailleurs, les plus démunis sont ceux qui disposent des plus faibles moyens d'adaptation. Donc ce sont à la fois ceux qui sont les plus exposés aux risques climatiques et ceux qui sont en moins en situation d'y faire face. Donc, il nous a semblé important, et ce colloque est vraiment tout à fait essentiel dans son intitulé, la question de la dignité, la responsabilité de protéger, l'écologie sont des questions essentielles qu'il faut aborder pour éviter des fractures importantes, et le concept de dignité humaine me semble tout à fait central à la réflexion que nous devons avoir sur la justice climatique. Selon Paul Ricoeur, d'ailleurs je pense cité par Thomas, professeur de Koninck, l'exigence est que quelque chose est dû à l'être humain du seul fait qu'il est humain. À cette question essentielle, quelle réponse le juriste peut-il faire? C'est un petit peu ce qui a guidé cette intervention que je déclinerai en 3 points. D'abord, le défi climatique et la dignité humaine. Quels sont les apports du droit? Comment le droit peut-il considérer le respect de la dignité humaine face au changement climatique? Ensuite, nous examinerons dans quelle mesure la justice climatique est un concept porteur de dignité humaine. Et en 3e point, nous évoquerons comment agir pour la justice climatique dans le respect de la dignité humaine. Ma vocation et ma formation de juriste font que j'aborde tout d'abord la question des apports du droit pour faire face aux enjeux de la protection, du respect de la dignité humaine dans ce contexte de changement climatique. En définitive, le principe de respect de la dignité humaine, qui est le fruit d'une longue réflexion par les philosophes, notamment européens, mais pas seulement, et puis Kant, Pascal, toutes les réflexions sur le respect de la dignité, montrent que le droit est très en retard, si on peut dire, sur cette question, et qu'il a fallu des événements épouvantables, dramatiques, une Seconde Guerre mondiale, la découverte d'atrocités, pour que le principe de la dignité humaine apparaisse comme fondamental dans les systèmes de droit à l'échelle internationale, à l'échelle régionale, et notamment à l'échelle européenne, et à l'échelle nationale. Pourquoi le concept de dignité humaine était si important? Parce que c'est sur cette base
que l'on peut construire une société au sens le plus humain du terme, et que l'on peut considérer qu'il ne faut pas écraser l'autre, qu'il ne faut pas détruire les droits des autres, et que même celui qui est coupable, même celui qui a tort, doit être protégé. Alors la communauté internationale, qui a vécu donc des événements dramatiques dans la Seconde Guerre mondiale, s'est emparée du sujet et a considéré la dignité humaine comme fondement des droits de l'homme. La dignité de la personne humaine est inaliénable et inviolable. Même le titulaire de la dignité humaine ne peut y renoncer. À ce titre, les références les plus significatives de cette expression, nous les trouvons dans les préambules de la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945 ou encore dans la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 qui énonce notamment la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine. Si j'en crois un spécialiste du sujet, il est important de considérer le respect de la dignité humaine dans toutes ses dimensions. On peut citer d'autres textes internationaux, comme la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981, l'acte final d'Helsinki du 1er août 1975, qui précise qu'il faut encourager et favoriser l'exercice effectif des libertés et droits civils, politiques, sociaux et culturels qui découlent tous de la dignité inhérente à la personne humaine. Dans la même lignée, je voudrais évoquer le projet de la Déclaration des droits de l'humanité, élaboré à l'initiative de la France et présenté lors de la COP21. Le préambule de ce projet de déclaration s'énonce comme suit. Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à l'humanité et à ses membres constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Article 2 de ce projet, le principe de dignité de l'humanité et de ses membres implique la satisfaction de leurs besoins fondamentaux ainsi que la protection de leurs droits intangibles. Chaque génération garantit le respect de ce principe dans le temps. Le droit européen a beaucoup porté le principe de la dignité humaine. C'est le fondement de l'ordre constitutionnel et de l'ordre social européen aujourd'hui. C'est le principe cardinal de l'ordre constitutionnel européen, source de tous les droits fondamentaux et bien sûr également source de démocratie. Le droit européen considère la personne humaine comme sa raison d'être. Il n'y a donc aucune justification possible à la destruction de la dignité de la personne humaine. Plusieurs constitutions nationales se sont fait écho du principe de la dignité humaine. Je pense en particulier à la France, dans certaines décisions, mais à l'Allemagne, qui a donné un ancrage normatif important. Et dans la loi fondamentale, il est énoncé que la dignité de l'homme est intangible. Tout pouvoir public est tenu de la respecter et de la protéger. En conséquence, le peuple allemand reconnaît à l'homme des droits inviolables et imprescriptibles comme fondement de toute communauté humaine, de la paix et de la justice dans le monde. Les nouvelles constitutions des pays d'Europe centrale et orientale suivent également cette même orientation. La constitution polonaise est intéressante, en vigueur depuis le 17 octobre 1997. Elle consacre expressément le principe de la dignité de la personne humaine. Qu'en est-il du droit de l'environnement ? Je ne vais pas m'étendre parce que vous aurez une très intéressante communication de Sophie Lavallée sur le droit à l'environnement.
Mais je rappelle que la conférence de Stockholm sur l'environnement de 1972 reconnaît que l'homme a un droit fondamental à la liberté, l'égalité et à des conditions de vie satisfaisantes dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être. Le droit international de l'environnement, dans ses fondements, reconnaît que l'environnement est une condition essentielle de l'existence. Et c'est le même esprit que l'on trouve dans le projet de déclaration des droits de l'humanité. À présent que l'on comprend comment le droit international, le droit régional, et j'ai évoqué, excusez-moi, particulièrement le droit européen, je connais un peu mieux, comment la justice climatique peut nous aider à soutenir ce principe essentiel, ce droit à la dignité humaine qui est le premier et qui engendre quelque part tous les autres. La justice climatique serait, et c'est ce que je vais essayer de démontrer, un concept porteur de dignité humaine. Alors l'expression justice climatique n'est pas très définie sur le plan juridique, ni même dans les mouvements d'opinion. Parce que derrière le concept de justice climatique, oui, il y a des mouvements d'opinion de la société civile qui se sont exprimés à l'échelle internationale depuis les années 2000, avec différents mouvements en marge souvent des conférences des parties de la Convention cadre sur les changements climatiques. 3 revendications majeures apparaissent dans ces différents mouvements de la société civile. Le premier, il faut combler un déficit démocratique dans les négociations climatiques. Il faut tenir compte des plus vulnérables, des plus pauvres, quand on négocie un accord international pour lutter contre le réchauffement planétaire. Deuxièmement, il faut reconnaître que le réchauffement climatique fait des victimes, notamment dans les pays en développement. Troisièmement, il faut reconnaître les responsabilités liées au réchauffement planétaire et notamment l'impact du système capitaliste sur le climat. C'est une des revendications des ONG qui portent la revendication de la justice climatique. Alors, au-delà de ces revendications de différents mouvements d'ONG, il y a une définition ou des définitions dans le monde académique qui émergent. Et sous l'angle juridique, nous allons plutôt nous intéresser aux bénéficiaires de la justice climatique, aux sujets de droit qui pourraient donc être destinataires de cette justice climatique. Pour ma part, j'ai défendu 4 approches de la justice climatique qui sont liées et qui, évidemment, forment ensemble une certaine vision de la justice climatique en droit. D'abord, la justice entre les États. Il n'y a pas de raison que des États plus développés imposent à des États en développement, qui sont en situation économique et sociale plus fragile, subissent les conséquences d'un développement inapproprié, voire irresponsable. Deuxième niveau de justice, la justice entre les individus ou entre les communautés. Le droit international, le droit national prévoit de protéger certains groupes d'individus considérés comme plus vulnérables au changement climatique, les enfants, les migrants, les communautés autochtones, les populations indigènes. Il faut tenir compte de ce niveau de justice entre les individus, entre les communautés. Troisième niveau de justice, il n'y a pas de hiérarchie, tous sont liés. La justice pour l'humanité, présente et future, est à considérer. Elle s'appuie principalement sur les concepts structurants de droit des générations futures et d'intérêt général de l'humanité. C'est ce qui est prévu notamment dans la Convention cadre sur le changement climatique. Enfin, le 4e niveau important, c'est la justice pour la nature,
qui, d'une certaine manière, trouve un ancrage dans la reconnaissance de la valeur intrinsèque des écosystèmes, de la diversité biologique, et dans la nécessité de maintenir les processus écologiques essentiels à la subsistance, tel qu'on le trouve évoqué dans la Charte de la nature de 1982, Assemblée générale des Nations unies. Je dois dire que ce quatrième niveau, justice pour la nature, s'il fait pas mal de progrès dans différents systèmes juridiques nationaux, notamment en Amérique latine, est particulièrement difficile à faire avancer dans un pays comme la France. La justice climatique, en dehors de ce cadre de propositions purement académique, se trouve évoquée dans l'accord de Paris de 2015 sur le climat. Il y est fait référence effectivement à la justice climatique, mais pas de définition précise lui est donnée. Il est évoqué que certaines cultures donnent de l'importance à cette notion. Donc ce ne sont pas les États qui donnent de l'importance à cette notion, ce sont certaines cultures qui sont en lien avec la protection de la terre nourricière. Donc on voit ici qu'il y a eu des négociations internationales assez rudes pour tenter d'introduire le concept de justice climatique. Il a donc été introduit dans le préambule, mais pas de reconnaissance des États. Donc Jean Jouzel a coutume de dire que la justice climatique est entrée dans l'accord de Paris par la petite porte. Pour autant, le pied est dans la porte. Donc nous pouvons sans doute avancer sur la question de la justice climatique. Alors, la justice climatique, pourquoi serait-ce un concept porteur pour la dignité humaine? Après tout, nous avons un cadre juridique au plan international, au plan régional, au plan national. En quoi agir pour la justice climatique constitue une contribution à la dignité humaine? Eh bien, c'est ce que nous avons tenté de faire, et là je vais me placer sous l'angle du Conseil économique, social et environnemental français, en faisant des propositions tout à fait concrètes. Il ne suffit pas de dire, voilà, la justice climatique, c'est une sorte d'idéal, de relations plus justes entre les États, entre les individus, dans l'intérêt de l'humanité ou pour la nature. Il faut aussi proposer, peut-être, certaines actions. Et de ce point de vue, nous avons proposé des principes qui permettent de faire avancer la justice climatique et de ce fait de faire avancer le respect de la dignité humaine. Le droit de l'environnement, notamment, est particulièrement intéressant. Il met en avant le principe de prévention, le principe de précaution, des principes qui permettent d'anticiper les risques climatiques et donc d'éviter que les personnes se retrouvent en situation de subir, parfois avec des conséquences très dommageables, les risques climatiques. Également, on peut rappeler les principes évoqués dans la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement. Cet accord, que l'on peut qualifier d'historique dans l'histoire du droit international, engage les États à rassembler les informations, à les mettre à disposition du public. Il garantit également la participation du public pour toutes les activités qui peuvent avoir un impact important sur l'environnement. Et enfin, il garantit l'accès à la justice pour donner la possibilité à la société civile, notamment, d'agir en justice et de défendre ses droits. Donc le droit de l'environnement, par ses principes, dynamise la mise en œuvre d'une justice climatique à plusieurs niveaux. On a également, et c'est un principe auquel je tiens beaucoup, c'est le principe de solidarité écologique. Alors j'y tiens beaucoup, mais vous ne le connaissez sans doute pas.
C'est un principe très français qui a été introduit dans la loi sur la biodiversité en 2016, donc en France. Je tiens beaucoup à ce principe parce qu'il permet de reconnaître la communauté de destin des êtres vivants et de lier la protection des êtres humains à la protection des écosystèmes et de tous les êtres vivants. Et de reconnaître surtout les interdépendances des êtres du vivant les uns avec les autres. Ce principe de solidarité me semble extrêmement intéressant pour connecter avec le respect de la dignité humaine. Parce que la dignité humaine ne peut s'exprimer que dans le respect de l'environnement nécessaire à la vie humaine. Un autre principe intéressant qui permet de donner corps à la justice climatique, si on pouvait l'activer à bon escient, c'est le principe de non-régression du droit de l'environnement. Alors, c'est un principe auquel Michel Prieur est très attaché, qui trouve ses origines dans d'autres textes de droit international et qui a des liens aussi avec la protection des droits sociaux. Il s'agit d'éviter la régression de certaines avancées dans la protection des droits, que ce soit sur l'angle des droits sociaux ou sous l'angle du droit à l'environnement, par exemple. Donc, cet ensemble de principes issus du droit de l'environnement, ils ne sont pas tous issus du droit de l'environnement, sont, à mon avis, très utiles pour défendre un projet de justice climatique efficace. Mais n'oublions pas non plus des principes économiques. Des principes économiques où il faudrait enfin considérer le droit de l'investissement international, le droit de l'investissement à l'échelle nationale, au prisme de l'intérêt des populations concernées par ces investissements. Et notamment prendre des décisions non seulement en tenant compte de l'intérêt des générations présentes à un temps T, mais en considérant l'impact que ces décisions auront pour les générations futures. Et en cela, il faut modifier les critères pour mettre en place des investissements. Il faut tenir compte de l'impact de nos décisions pour l'avenir et prendre en considération ce fameux décalage temporel, ce qui n'est pas fait, en tout cas, c'est loin d'être le cas au niveau du système économique français. Deuxième élément d'action pour la justice climatique, dans le respect de la dignité humaine, c'est être capable de lier les actions de lutte contre le changement climatique avec la justice sociale et la lutte contre la pauvreté. Or, en tout cas en France, ces politiques sont complètement dissociées. Donc nous recommandons dans notre avis sur la justice climatique, enjeux et perspectives en France, premièrement, les stratégies de lutte contre le changement climatique et les politiques d'adaptation doivent être intégrées dans la politique de lutte contre la pauvreté. Deuxièmement, les politiques et les mesures pour lutter contre les changements climatiques doivent être évaluées au regard de leurs bénéfices pour les personnes les plus pauvres. Troisièmement, la transition écologique doit être accompagnée pour la formation de tous les travailleurs, de toutes les personnes impactées dans les différents secteurs d'activité. Quatrièmement, les populations les plus défavorisées doivent bénéficier de formation et potentiellement même de création d'emplois pour faire face à la mise en œuvre de la transition écologique. Donc agir pour la justice climatique dans le respect de la dignité humaine, c'est premièrement mettre en œuvre des principes d'action environnementaux, économiques et sociaux. Deuxièmement, lier justice sociale et justice environnementale. Troisièmement, et c'est le troisième pilier, et nous y tenons beaucoup avec Jean Jouzel, c'est le soutien à la recherche. Parce que pour faire face aux enjeux climatiques et au risque d'accroissement des inégalités
que le réchauffement climatique entraîne, eh bien, il faut être capable d'anticiper sur les conséquences de nos actions, d'avoir des éléments de prise de décision, et la recherche nous donne cette possibilité. Jean Jouzel tient notamment beaucoup au développement des services climatiques qui permettent de faire des prévisions, d'anticiper, notamment sur les risques climatiques. En conclusion, vous comprendrez que le sujet qui nous est proposé aujourd'hui est crucial. Et je vais vraiment m'exprimer à titre très très personnel ici, mais à mon sens, il permet de contrecarrer deux problèmes essentiels auxquels nous sommes confrontés, nous les juristes de l'environnement et plus largement toute la société. Le premier problème, ça ne devrait pas être un problème d'ailleurs, chaque personne mérite d'être respectée en soi et pour soi, indépendamment de son statut social, de son pouvoir économique, de sa religion, et indépendamment de sa vulnérabilité aux risques climatiques. Et il faut considérer les défis climatiques sous cet angle, sous l'angle du respect de la dignité humaine de chacun. Ce qui, à mon sens, n'est pas fait dans les politiques actuelles extrêmement sectorisées. Deuxième questionnement ou problème, chaque personne est unique. La dignité remet en cause ce que j'appelle le règne de l'équivalence et de la compensation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, en droit de l'environnement notamment, où on a introduit un principe, y compris à l'échelle internationale, un principe de compensation, qui fait que, bon, on détruit un écosystème, on peut le recréer ailleurs. Je ne pense pas. Et je souhaite vraiment lier le principe de la dignité humaine au principe du respect de l'intégrité écologique, qui fait qu'il faut tenir compte de la valeur intrinsèque, que tout n'équivaut pas à tout, et que potentiellement, je sais que c'est pas forcément bien de le dire, mais la technologie ne veut pas nous sauver de tout. Tout ne trouve pas son équivalent, ni la vie humaine, ni la particularité d'un écosystème. Et ce sujet qui nous est proposé ici permet, à mon sens, de sortir de l'univers de la technologie où tout peut se compenser et de l'utilitarisme. De l'utilitarisme qui nous est surtout proposé par le concept devenu pratiquement rouleau compresseur des services écosystémiques. Oui, la nature nous rend des services, certes, mais pas seulement. Elle ne peut pas se résumer à ça. Elle a sa propre logique et elle est liée à l'essence de la vie. Donc, vous l'aurez compris, ce colloque me semble très important dans toutes ses orientations par la thématique qu'il aborde. Pour nous juristes, ça permet d'ouvrir des perspectives pour accompagner un droit pour le climat audacieux et pourquoi pas, si c'est possible, opérer un renversement théorique dans notre vision des liens qui nous unissent à la nature, avec une dimension universelle, transgénérationnelle, garder une sorte de créativité normative autour du principe du respect de la dignité humaine. Serons-nous capables de mettre en œuvre un droit de la reconnexion, un droit qui pourrait nous permettre de préserver la dignité humaine dans toutes ses dimensions, un droit pour le respect de l'intégrité écologique qui implique la préservation du climat. Merci.